À lui que revient l'honneur d'être le dernier relayeur. Non, c'est pour un autre monument du sport d'hiver transalpin. 36 ans, 10 médailles olympiques dont 2 d'or en ski de fond. Stefania Belmondo, la magnifique, l'incendiaire. Ça y est, c'est allumé. Des exploits, des larmes, des histoires extraordinaires. Ça va brûler pendant 15 jours. Le feu sous la glace et plein les yeux. Voilà, merci à François Brabant et ça donne envie d'y être maintenant pendant plus de 2 semaines. Alors dès demain, parce que c'est une journée très importante sur France Télévisions, il y a tellement d'événements en sport, regardez bien les horaires. À peu près, nous allons jongler avec tout cela. Ça va commencer à 12h50 sur France 3 avec donc le biathlon, 20 km hommes, Raphaël Poiret pour une première médaille d'or olympique, ce serait fantastique. Aux alentours de 14h30, le rugby bien sûr au Stade de France, un match capital dans le tournoi destination pour l'équipe de France face à l'Irlande. Ensuite, 16h30, le tennis. Coupe Davis, premier tour, Allemagne-France, un double décisif. Je vais y revenir dans un instant. Le rugby encore avec Italie-Angleterre. Et 18h45 sur France 2 toujours. Les Boss avec la finale dames et une Française, Sandra Laoura. Quel après-midi extraordinaire. Alors je vous parlais du tennis. C'est vrai qu'il faut revenir quand même sur la superbe prestation des tennismen français en Allemagne aujourd'hui pour les premiers matchs. D'abord, c'est Sébastien Grosjean qui a apporté le premier point à la France en battant Nicolas Kiefer 7-5, 7-6, 6-0. Et ensuite, Richard Gasquet a doublé la mise face à Tomias en 5-7. Voici la balle de match. 1-6, 6-4, 6-4, 6-7, 6-3 pour le Français. Et évidemment, une joie immense pour Richard Gasquet. C'était son 3e match seulement en Coupe Davis. Devant un public d'ailleurs allemand hystérique pendant ce match. Demain, le double, Lyodra Clément face à As Vasque. Voilà, vous savez tout. On s'en régale d'avance, mais la soirée olympique ne fait que commencer sur notre chaîne, puisque dans un instant, vous allez pouvoir suivre les Jeux Blancs. C'est l'histoire des Jeux Olympiques d'hiver, depuis leur création en 1924 à Chamonix, avec bien sûr les grands exploits, mais aussi les aventures humaines, insolites, drôles. Un magazine signé Alain Vernon et Christian Boisse. Merci à tous. Les Jeux commencent et que la fête soit belle. Très belle fin de soirée sur France 2. Énergie. Ascension. Concentration. Assouplissement. Rassemblement. Mémorisation du parcours avant la course. Quelques minutes de descente pour monter sur un podium. Tous les 4 ans, des secondes rares, déterminantes pour la carrière d'un champion aux Jeux Olympiques d'hiver. Du Mont Blanc où tout a commencé, à Turin au-delà des Alpes, voici la grande histoire des Jeux Blancs.
Il y a très longtemps, au début du néolithique, l'homme imagine un moyen rapide pour se déplacer sur la neige ou la glace et atteindre plus facilement son gibier, car sa survie en dépend. Le ski est né, quelque part en Russie, en Sibérie, en Laponie. Le ski, finalement, c'est un des moyens de déplacement les plus anciens. D'abord parce que plus vieux que la roue. La roue a 3500 ans, le ski a 10 000 ans. Et on peut dire que c'est le sport qui, aujourd'hui, s'est développé sur un moyen de transport qui paraissait tout à fait désuet. Les Scandinaves et surtout les Norvégiens, qui prétendent aussi avoir inventé le ski, organisent depuis le début du XXe siècle des Jeux nordiques. À Stockholm, Christiania, futur Oslo ou Helsinki, pour les jeunes et les moins jeunes. Sur ces planches de bois magiques, aux fixations rudimentaires, on prend tous les risques. Sur la glace naturelle, des juges immobiles notent les patineurs. D'étranges voiliers concourent poussés par le vent. Des cavaliers parcourent la campagne enneigée. Et les plus belles prises sont récompensées au concours de pêche sous la glace. Les Jeux nordiques sont de vrais jeux d'hiver. En France, c'est d'abord la conquête des sommets qui attire les plus audacieux depuis le XVIIIe siècle. L'ascension du Mont Blanc, par exemple, en partant de Chamonix, comme le docteur Michel Gabriel Paccard et son compagnon Jacques Balmat, le 8 août 1786. Sans aller si haut, on peut toutefois profiter des joies de la montagne. Les sports d'hiver attirent les classes aisées des villes. Et plusieurs pays montagneux comme l'Autriche, la Suisse, l'Allemagne, l'Italie et même le Canada réclament avec la France des Jeux olympiques d'hiver. À Paris, un baron ambitieux et dévoué depuis longtemps à la cause olympique imagine un premier rendez-vous des nations à Chamonix, sans froisser les Scandinaves, bien sûr, toujours opposés à l'idée des Jeux olympiques d'hiver. Coubertin, habile président du CIO, propose avec la complicité du marquis de Polignac et du comte Clary une semaine internationale des sports d'hiver pour 1924, Paris gagné. Nous sommes donc à Chamonix le vendredi 25 janvier 1924. 16 nations et 300 sportifs participent à cette semaine internationale des sports d'hiver qui deviendra officiellement la première Olympiade d'hiver 2 ans après seulement. De Chamonix 24 à Turin 2006, qui est la 20e édition des Jeux. Voici maintenant la merveilleuse histoire de ces Jeux olympiques d'hiver, servie, vous allez le voir, par des images exceptionnelles restaurées par le CIO. C'est un grand festin olympique de 90 minutes. Le voici enfin, ce rendez-vous international des champions du froid.
Les Scandinaves sont bien là. Les Canadiens, les sportifs des pays baltes, les Américains et les Français conduits par le capitaine Camille Mandrillon. Les chamonières sont aussi au rendez-vous et découvrent l'audace et la virtuosité des athlètes du Nord dans des épreuves qu'ils pratiquent depuis longtemps. Norvégiens et Finlandais remportent au total 27 médailles. Le public, lui, est partout, sur les toits, dans les arbres. Cette semaine des sports d'hiver est la grande attraction des Alpes. Un vent violent, un froid vif, moins 20 degrés, et le verglas le long de l'Arve rendent les épreuves de fond très pénibles. Pas étonnant donc de constater la domination des Norvégiens. Le premier Français a encore 25 km à parcourir lorsque le vainqueur boucle la course de grand fond. Le ski militaire qui allie le fond et le tir, ancêtre du biathlon, n'est qu'une épreuve de démonstration à Chamonix. Mais elle nous permet de saluer le rôle prépondérant des armées dans le développement du ski, et les 4 patrouilleurs français de Camille Mandrillon obtiennent une belle 3e place. En 1924, un treuil spécial remonte les premiers bobsleighs. C'est le juge qui libère l'engin. Ensuite, les plus lourds vont le plus vite. Victoire des Suisses devant les Anglais. Au patinage, c'est une Autrichienne de 22 ans qui termine la première. Mais la dernière classée est l'attraction dans la Cité des Neiges. Sonia Henny, la petite Norvégienne, n'a que 11 ans. Elle chute, certes, mais elle promet déjà au moment de sourire devant la caméra. La première médaille officielle pour la France revient au couple Joly-Brunet. 3e d'un concours disputé entre 8 nations par une merveilleuse après-midi de janvier. En 1928, la luxueuse station suisse de Saint-Moritz offre son domaine au mouvement olympique. Mais un vent chaud, le Föhn, fait passer la température de 0 à 25 degrés parfois. La glace commence à fondre, mais heureusement, les épreuves se déroulent presque en totalité. Y compris le curling, épreuve de démonstration. Ce curieux ballet, héritage des concours de pierre lancés sur des lacs gelés par des bergers écossais. Mais c'est le hockey qui attire la grande foule. Les Canadiens, déjà vainqueurs à Chamonix, sont si forts qu'on les qualifie directement pour la finale où ils battent la Suède. Jacques Lacarrière, seul survivant de l'équipe de France, se souvient de ce soleil d'hiver. Saint-Maurice n'avait pas de piste de glace artificielle. Ils avaient la glace naturelle. Et ce qui a été un problème parce que il faisait pas très froid cette année-là. Et la finale s'est même terminée assez mal parce que la piste dégelait complètement. Mais les Canadiens ont quand même gagné. Jacques nous a hélas quittés pendant l'été 2005.
À Saint-Moritz, de curieux trompe-la-mort s'élancent sur des luges la tête la première. C'est l'épreuve de skeleton où les Américains Jennison et John Eaton sont les champions. La pratique date de 6000 ans. Mais le ski-joring, jugé trop dangereux en démonstration, ne survivra pas dans les Jeux Olympiques. Pour la première fois, le cirque blanc traverse l'Atlantique. Au nord-est des États-Unis, Lake Placid, et pour la première fois aussi le son du discours de Franklin Delano Roosevelt, futur président américain. I welcome you, the representatives of many of our sister nations. Scandale au patinage de vitesse. Des Finlandais refusent de s'élancer car les organisateurs ont oublié de tracer des couloirs et à l'arrivée, c'est chacun sa glisse. John Shea l'emporte pour les États-Unis, mais Coubertin n'a pas apprécié. Au bob, ce sont toujours les plus lourds qui descendent le plus vite. Victoire là encore des Américains pour le plus grand plaisir d'un cow-boy célèbre venu braver le froid, Monsieur John Wayne. Enfin, le couple français Joly-Brunet, dans une patinoire couverte, conserve son titre de 1928. C'est d'ailleurs la seule médaille française de ces Jeux. André Joly et Pierre Brunet se sont mariés et décident de faire carrière aux États-Unis. Beaucoup de neige en Bavière en 1936. Mais aussi beaucoup d'interrogations sur un pays qui fait des Jeux Olympiques un théâtre pour Goebbels et la propagande nazie. Ces premiers Jeux allemands marquent surtout une révolution, l'apparition du ski de descente. Pour faire du ski de descente, il faut remonter. Faire des Jeux Olympiques sans remontée mécanique, c'était pas possible. Donc c'est à partir de l'arrivée des remontées mécaniques, à partir de 1935, que les Jeux Olympiques de 1936 à Garmisch ont reconnu le ski de descente comme discipline olympique. Voici donc les premières images de ski alpin aux Jeux Olympiques. À 22 ans, Christelle Kranz est la première championne allemande sur ses skis et avec 7 chaussures. Une polémique éclate. Le CIO interdit aux moniteurs de ski de concurrencer les amateurs sur une piste tracée à travers la forêt. Les Suisses et les Autrichiens boycottent les épreuves de ski. Le Français Émile Allais, lui, jeune Savoyard de 24 ans, en bronze, gagne la première médaille pour la France. Le voici Émile avec son numéro 2. Émile Allais, 3e derrière 2 Allemands.
Émile, en tenue blanche, ne fera pas le salut olympique sur le podium, car ce bras tendu devant les nazis lui semble un peu indécent. En revanche, le chef du Troisième Reich souhaite rencontrer les médaillés. Hitler, le Führer, aimerait vous rencontrer. Alors il était dans une petite salle, dans le stade, et là on l'a rencontré, il m'a dit oh, Franzosen, c'est en allemand, et j'ai dit bon, je l'ai salué. Moi il m'avait paru normal, enfin pas quand j'ai pensé après que j'avais salué Hitler, ça. Le Führer assiste à beaucoup d'épreuves à Garmisch et Partenkirchen en cet hiver 36. Et c'est un Norvégien célèbre dans son pays, Birger Ruud, qui conserve son titre olympique au saut à ski. Le succès du ski de descente relègue au second rang les épreuves traditionnelles des Jeux, comme le fond ou le patinage de vitesse. À la patinoire, la petite Sonia Henny a maintenant 23 ans. Elle achève son règne par une 3e médaille d'or sous les yeux d'Ulrik Salko. Elle était la première grande star mondiale du patinage artistique. Son patin blanc est visible au musée olympique de Lausanne. Les Jeux de 36 furent la dernière fête olympique avant la guerre. Avant qu'un linceul blanc finisse par recouvrir tous les morts de cette tragédie dans l'histoire de l'humanité. Au lendemain de la guerre, Émile Allais de Megève invente un nouveau métier. Créateur de stations d'hiver dans le monde entier, une mode est lancée. Le salon du ski vient d'être inauguré à la porte de Versailles. Les professeurs font une exhibition. Les amateurs s'élancent à leur tour sur la piste et évoluent avec plus ou moins de succès. Les Parisiens vont pouvoir commencer leur entraînement afin d'être prêts pour la saison de neige qui va bientôt s'ouvrir dans toute la France. Au Mont d'Or, les élèves de l'école normale d'éducation physique viennent faire un stage de ski. La pratique du ski est en elle-même difficile et nécessite, comme tous les sports sérieux, un entraînement méthodique et bien souvent pénible. Voici des mouvements d'assouplissement ski au pied. Mais rien ne vaut la leçon par l'exemple. Et quel meilleur exemple pourrait-on trouver que celui donné par le directeur technique du ski français, le grand champion Émile Allais. Dans une Suisse épargnée par la guerre, Saint-Moritz accueille les Jeux pour la 2e fois. Émile Allais entraîne l'équipe canadienne de mademoiselle Barbara Scott, l'une des rares femmes de ces Jeux. Les Français, eux, font toujours le salut olympique, tristement équivoque.
Nos amis helvètes sont les meilleurs préparateurs pour la piste de Skeleton, dont raffolent les Américains et les Italiens. Protégés par une véritable armure, vous prenez une luge et vous descendez la tête la première comme en 1928. Le bobsleigh, quant à lui, est à l'origine l'assemblage de 2 luges. Mais les techniques évoluent rapidement. C'est en camion qu'on remonte les bolides, avec lesquels les Américains vont devenir champions olympiques. Pour la première fois, on peut surtout vivre les Jeux et leurs émotions de l'intérieur. L'intérêt des nations pour le ski alpin se confirme. Les fixations ont évolué depuis 1936. Les pistes sont aménagées et on autorise finalement les moniteurs à concourir. Le 2 février 1948, c'est la descente sur la piste de Corviglia qui réduit à néant beaucoup d'ambition. Arrive enfin un Français qui aime défier le danger. Henri Oreiller prend le départ. Le style du Français est très personnel. C'est le style Oreiller. Osé, souple, efficace, enthousiasmant, sportif et s'attend au chronomètre avec une rigueur implacable. Chousse, virage, bosse, tout est avalé avec élégance. Et le haut-parleur annonce 2 minutes 55 juste. La France a gagné son premier titre olympique. La France en or, pour la première fois, cela donne des ailes à James Couttet, qui obtient une brillante médaille d'argent en slalom. Oreiller de Val d'Isère et Couttet de Chamonix, leur photo fera le tour d'Europe grâce au bélinographe. Henri Oreiller, fou de vitesse, s'est tué à 36 ans au volant de sa Ferrari sur le circuit de Montlhéry. Nos amis helvètes sont aussi les spécialistes des patinoires. Et sur la glace de Saint-Moritz, Barbara Scott, la Canadienne championne du monde, fait sensation. À 19 ans, elle devient la première sportive du continent américain à remporter le titre olympique.
son retour à Montréal, un véritable triomphe. Ce vieil homme qui allume la première flamme des Jeux de 52, Sondre Nordheim, est une légende du saut en Norvège. C'est donc de sa région du Télémark que le premier relais olympique part pour Oslo. Dans la grisaille d'un pâle soleil hivernal, les Jeux Olympiques d'hiver s'ouvrent à Oslo en présence de la princesse Ragnhild. C'est sur la patinoire que sont réunies les délégations venues de tous les coins du monde après l'arrivée de la flamme olympique venue de Morgedal, berceau du ski aux portes du Grand Nord. De olympiske leker ikke å vinne, men å delta. C'est aussi la première fois qu'une grande ville accueille les Jeux d'hiver, de plus en plus cosmopolites. La Norvège découvre par exemple le haka venu de Nouvelle-Zélande. Disciplinés et très nombreux, les Norvégiens se rendent sur les sites de leurs premiers Jeux à 100 km d'Oslo. Et ils sont 150 000 à soutenir leur champion du saut en présence de la famille royale. Ce sont aussi les premières images fortes offertes aux spectateurs des salles de cinéma en Europe. Le vainqueur sur le tremplin d'Holmenkollen s'appelle Bergman et permet à la Norvège d'être la nation la plus titrée avec 16 médailles, dont 7 en or. Au patinage, la Française Jacqueline Dubief, très applaudie, décroche une médaille de bronze. La première en individuel dans sa discipline. La seule surtout pour la France en 1952. On remarque avant tout la rigueur de Richard Button aux imposés. L'Américain conserve son titre de Saint-Moritz. Il a conquis le cœur de la Norvège. Tout comme ce petit bout de chou de 12 ans qui deviendra champion du monde, le jeune Français Alain Giletti. En 1956, à Cortina d'Ampezzo en Italie, l'Union soviétique arrive aux Jeux. La domination soviétique, 16 médailles dont 7 en or, s'affiche d'entrée au patinage de vitesse, où le double champion olympique s'appelle Evgeny Grishin. Et puis révolution de palais. Le Canada et les États-Unis sont battus par l'Union soviétique qui patine et joue à merveille. L'Eurovision offre les premiers directs de télévision en noir et blanc, mais ce film officiel du CIO en couleur nous éblouit. C'est un Autrichien qui va devenir le héros des Jeux.
On les appellera d'ailleurs les Jeux de Tony Seiler. Il a 21 ans, il est né à Kitzbühel et il a des nerfs d'acier. Anton Seiler va remporter le géant avec 6 secondes d'avance sur ses adversaires, 4 secondes dans le slalom et 3 dans la descente, incroyable. Ce triplé olympique est historique au terme de ces Jeux de 1956. Dans la descente de la Tofana, la piste est verglacée et très dangereuse. Seiler, lui, va se jouer du danger. Richard Nixon n'est que vice-président des États-Unis en 1960. Derrière la caméra, pour une fois, Jayne Mansfield. Le spectacle peut commencer après la page de pub américaine. From the rugged Rockies to the Adirondacks, the Winter Wonder Car is the official car of the 1960 Winter Olympics, the Renault Dauphine. Only $1,645, that's the Winter Wonder Car, the Renault Dauphine. Dans son atelier américain, Jean Vuarnet, un universitaire parisien pas toujours apprécié des montagnards, s'applique au fartage de ses nouveaux skis métalliques. À Morzine, où il réside désormais, Jean Vuarnet, à 72 ans, se souvient très bien de ces années où il participe au changement de la pratique du ski. Jean s'est rendu célèbre par la position de l'œuf, étrange association entre le ski et la poule. Mais en position de recherche de vitesse, gare à l'omelette en cas de chute. La position dite de l'œuf, c'est pas moi qui ai inventé le terme, c'est Sport Magazine après la victoire olympique. Moi, j'appelais ça la position de recherche de vitesse. Point. Il y avait à l'époque une pièce de théâtre qui était jouée française, qui était jouée en Amérique et qui s'appelait The Egg and I, l'œuf et moi. C'était une pièce de théâtre. Alors, ils ont fait un jeu de mots avec ça, ça leur a plu et paf, c'est parti. Jean Vuarnet gagne sur des Allées 60, en référence à Émile Allais. Son ski est un sandwich de bois entre deux tranches de métal en alliage léger. Au départ, sur la piste de Squaw Peak, Jean Vuarnet décide de relever un nouveau défi. Il veut devenir champion olympique de descente 12 ans après Henri Oreiller. Émile Allais se penche à mi-course pour le renseigner. Il est donc en retard. Moi, je savais que je ne pouvais pas être en avance. C'était pas possible. À l'endroit où Émile devait me faire signe, ça n'avait pas d'importance. Je regardais même pas parce que je savais que j'étais en retard. À l'arrivée, Honoré Bonnet, le nouvel entraîneur de l'équipe de France, est ravi. Jean Vuarnet pense avoir réussi son pari pour la France. Hélas, un incident curieux le prive un instant de sa joie. Il y avait une panne de micro, alors bon, il se passait rien, quoi. Je me suis dit, ah merde, ça y est, j'ai loupé. Finalement, Jean Vuarnet est bien en or. Honoré Bonnet peut fêter ça. La France a un deuxième champion olympique de descente. Et, cerise sur le gâteau, Guy Périllat, pour ses premiers Jeux, remporte la médaille de bronze en descente, aux côtés de Jean Vuarnet.
De retour à Paris, Jean Vuarnet est reçu en héros national par Maurice Herzog, le ministre des Sports du général de Gaulle. Et à Morzine, on reparlera longtemps de cet universitaire effronté, mais champion olympique au bas d'une descente de la Sierra Nevada. Tu joues les touristes routiers, dis donc? Hein? Faut t'attaquer un peu plus quand même sur ton réfrigéré. Allez, suivant! Ils avaient beau s'éclater sur les pistes d'entraînement, les jeunes Bonlieu, Killy, Périlla ou Lacroix, on ne tutoyait pas Monsieur Bonnet. Monsieur Bonnet, il n'a jamais déjeuné à la table du vainqueur. Quand un gars gagnait, aucun problème, ça on n'a plus besoin de personne. Par contre, il était là quand on faisait des contre-performances. Et il était toujours là, vers nous, quand on faisait une contre-performance. Honoré Bonnet, c'est l'âme des Bleus, le respect des champions qui l'entourent. La descente du Lobre Round, c'est le triomphe de Guy Périlla. Lancé comme un bolide sur des rails, Périlla plonge vers l'arrivée. Beaucoup d'audace, de la virtuosité, de l'élégance dans le geste, voilà ce qu'il faut pour gagner une grande épreuve internationale et pour être considéré comme le meilleur skieur de tous les temps. Tony Seller a trouvé son successeur sans aucun doute. Mais il y a aussi les filles. Voici Annie Famose, la Pyrénéenne de Jurançon. Et une petite jeune qui monte, toujours avec sa sœur Christine, Marielle Guatchel de Val d'Isère. Honoré Bonnet a l'œil sur toutes les trajectoires de sa petite famille. Inquiétude à Innsbruck en 1964. Faute de neige sur la capitale du Tyrol, l'armée autrichienne est mobilisée pour ramener de la neige olympique. Il n'y avait qu'un ruban de neige tout le long du parcours. Et je sais que la veille de la descente encore, l'équipe de France, qui était composée de Bonlieu, Périlla et Jean-Claude, tous les quatre, on a reconnu encore la veille de la descente, à pied, tout le long, sur le terrain, au bord de la piste. Léo Lacroix va tout de même réussir une belle descente. Une descente en argent derrière l'Autrichien Egon Zimmermann. Tout le monde descend d'ailleurs tant la pente est difficile. La descente, pour certains concurrents malchanceux, a pris l'allure d'un feu d'artifice avec bien entendu le grand soleil. Le Français Jean-Claude Killy a été la victime numéro 1 de ce feu d'artifice. Dans le slalom, François Bonlieu échoue. Mais le plus beau skieur français va réussir son exploit dans le géant. Il est très léger, 60 kg, pas très grand, 1,67 m, mais son aisance est une pure merveille, malgré un mauvais départ. Le coup de pouce du destin sera la chute de Zimmermann, l'idole des Autrichiens. Et à 26 ans, le mal-aimé du ski français, surnommé le Petit Prince des pistes, est enfin champion olympique. Pour moi, c'était un garçon assez secret. Il était particulier, il était tout, mais enfin,
À part ça, pour moi, c'était un des plus grands skieurs, parce que c'était une façon de skier, c'était quelque chose de magnifique. Et puis le pauvre, il n'a pas eu de chance, il a gagné son titre olympique entre les deux nôtres. Et j'avoue que les deux nôtres ont fait tellement de bruit à Innsbruck, que malheureusement, le sien n'a pas eu tout l'éclat qu'il aurait dû avoir. Mais c'était un garçon fabuleux. En Autriche, les sœurs Goetschel vont réussir un exploit unique dans le sport français. Marielle va d'abord terminer seconde derrière sa sœur aînée Christine dans le slalom, avant que Christine ne termine seconde à son tour derrière sa petite sœur Marielle dans le géant. Pour simplifier, 2 médailles d'or et 2 médailles d'argent pour les protégés de Monsieur Bonnet. Tout ça, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Ce qui compte, c'est le double succès olympique des Goetschel. Et nous, la première pensée qu'on a eue, c'est tout de suite, on est tombé dans les bras l'une de l'autre et on a dit en pleurant, qu'est-ce que papa et maman vont être contents. Sur le podium du slalom, c'est Marielle, la seconde, la plus heureuse. Les sœurs Goetschel n'ont pas du tout le même caractère, mais elles sont indissociables. C'était tellement beau, c'était tellement fabuleux. Quoi. Je veux dire, en plus c'était irréel, on avait 18 ans, moi j'avais 18 ans et 4 mois, Christine avait 19 ans, on était des mômes qui étions jetés dans la foire humaine, il y avait 100 000 spectateurs, c'était extraordinaire. Le ski à l'époque était plus célèbre que le football. Christine a gagné le slalom, voici Marielle au départ du géant. Le 14, c'était un numéro magique et moi, je partais avec le 14. Et Christine était en bas. Et alors, incroyable, fait incroyable, la première fois, 2 personnes ex aequo. Alors, 2 personnes ex aequo, j'ai dit ça va, je vais les départager, Le 25 juin 1964, les Goetschel reçoivent la Légion d'honneur du général de Gaulle. Une jeunesse marquée par cette rencontre et un chef d'État fier de ses championnes. Mais voici que Grenoble, désigné pour accueillir les 10e Jeux d'hiver, se prépare pour la grande parade olympique de 68. Pendant ce temps, Marielle et sa bande s'en vont conquérir le monde au bout du monde. 16 médailles sur 24 possibles, ramenées des championnats du monde de Portillo au Chili en 1966. Les Jeux de Grenoble se rapprochent, mais pour les entraînements, les Alpes manquent de neige. Alors, direction les Pyrénées. Un trèfle, c'est on se pèse sur la mer. Un carreau, un coup de poing. Le cœur, une caresse. Annie Famoz en profite pour ramener à la maison quelques-uns de ses nombreux trophées. Et l'équipe de France peut enfin se préparer sérieusement pour les Jeux de Grenoble, à Saint-Lary, le pays d'Isabelle Mire. Le seul problème qu'il y avait, c'est qu'on n'avait pas de ratraque pour damer les pistes. Et mon père, qui était le maire de la station, il n'avait pas de problème. Il a appelé l'armée à Tarbes et ils ont envoyé un bataillon de, je sais pas, 200 ou 300 militaires qui sont restés sur place pendant un mois pour préparer toutes les pistes de Saint-Lary. Je proclame l'ouverture des 10e Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble.
Le dernier porteur de la flamme, ce 6 février 1968, a gardé un mauvais souvenir des Jeux précédents, où il a chuté sur la patinoire d'Innsbruck pour la conquête de la médaille d'or. Mais Alain Calmat, travailleur infatigable, en 5e année de médecine, a tout de même réussi à devenir champion du monde aux États-Unis. Il en avait gardé sous le patin. Le chirurgien, devenu médecin des équipes de France à Grenoble, monte alors vers son zénith à lui. J'ai eu vraiment une impression, non pas de puissance, mais de plénitude, qui a duré 2-3 secondes, parce qu'il ne fallait quand même pas laisser les gens attendre trop longtemps. Et ces 3 ou 4 secondes de ma vie, ça restera ce qui est le plus intense que j'ai vécu. Et après, bien sûr, je me suis retourné, j'ai ouvert les jeux, et puis j'ai laissé les jeux à la population, bien sûr, ce qui était normal. La grâce, la séduction, cette année-là, arrive des États-Unis, où la belle Peggy Fleming a préparé avec application son programme libre, qui lui vaut la médaille d'or, la seule pour les Américains en 68. Quant au couple marié soviétique Belousova-Protopopov, il parvient à conserver son titre sur la glace de Grenoble. Au nom de tous les concurrents, je promets que nous nous présentons aux Jeux Olympiques en concurrents loyaux, respectueux des règlements qui les régissent et désireux d'y participer dans un esprit chevaleresque pour la gloire du sport et l'honneur de nos équipes. Pas mal, hein? Georges Pompidou, le Premier ministre de la France, a sûrement compris que les petites Françaises allaient encore faire parler d'elles. Elle a beau être un peu grippée, Annie Fameuse, elle récolte tout de même 2 médailles à Grenoble, le bronze en slalom et surtout l'argent en géant. Je pense qu'il n'y a jamais une équipe avec autant de filles capables de gagner. À chaque départ, c'est un peu comme l'équipe d'Autriche en ce moment, ou enfin souvent l'équipe d'Autriche, il y avait toujours au moins 4 filles, voire plus, capables de gagner, aussi bien en slalom géant, en descente, et voire le combiné. Pour Marielle, c'est l'heure de vérité. Elle a échoué derrière sa sœur à Innsbruck. Ce titre en slalom, elle le veut. Cette fois, il y a de l'or, au bout d'une course parfaite, et une sacrée amitié au sein d'une génération exceptionnelle. Un pour tous, tous pour un, c'est-à-dire qu'on est vraiment des mousquetaires, et que quand quelqu'un prend le téléphone, s'il y a quelque chose, allez, on est là. Ça, c'est une soudure, c'est une équipe qu'on ne voit pas aujourd'hui. Marielle, Annie, et pourquoi pas Isabelle. Isabelle Mir de Saint-Lary, dans cette descente des Alpes. Isabelle a tout gagné en Coupe du Monde avec la même paire de skis, c'est étonnant, mais à Grenoble, son fartage va la trahir. Dommage pour l'or, mais l'argent c'est très bien pour la belle équipe de France. Vous me reconnaissez? Non? Et pourtant j'ai gagné plusieurs médailles d'or aux Jeux Olympiques de Grenoble.
Jean-Claude Killy n'a rien laissé au hasard dans toute sa carrière. Bonjour, salut, ça va? T'as reçu les skis? Oui, ils sont là. Ils sont pas mal, tu sais. Tu les as regardés? Oui, je les ai regardés, ils sont assez nerveux, ils sont pas mal, tu sais. Robert, son papa, mérite aussi un peu de cet or qui va faire la gloire du champion de Val d'Isère, catapulté dans une descente retardée d'1 jour que tout le monde attend. Et surtout Guy Périlla, qui sera battu de 8 centièmes de seconde par Jean-Claude Killy. Je ne suis pas déçu d'être deuxième, affirme Guy Périlla. Génération solidaire et fidèle en amitié. La descente, c'est elle qui a décidé de tout, parce que quand on est champion olympique, une fois, ça suffit déjà amplement. Alors ce qui vient après, c'est tout bonus et c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. Robert, son papa, mérite aussi un peu de l'or du géant, car son fils ne laisse à personne le 2e titre de sa moisson olympique. Et enfin, Robert, son papa, mérite aussi un peu de l'or du slalom, conquis dans le brouillard. Killy ne sera pas trahi par sa mémoire dans cette course en forme de piège. Karl Schranz, le champion autrichien, s'arrête soudain. On aurait traversé la piste devant lui. Finalement, il est autorisé à repartir et réalise même le meilleur temps. Jean-Claude Killy a pourtant un doute. Je ne pensais pas être battu. En fait, Schranz, je savais qu'il avait fait quelque chose en haut. Exactement, on ne savait pas à l'arrivée, mais je savais qu'il s'était passé quelque chose. Les juges ont visionné la course. Schranz avait bien raté 2 portes et se voit disqualifié. Killy est champion olympique pour la 3e fois comme Tony Seiler en 1956. De retour à Val d'Isère, toute la Savoie a le visage des champions français, Marielle Guatchel et Jean-Claude Killy. Killy surnommé affectueusement Toutoun par ses amis. Pour la première fois, l'Asie accueille les Jeux d'hiver. À Sapporo, sur l'île d'Hokkaido, au nord du Japon, on aperçoit un Suisse volant. C'est Bernard Russi qui file à 28 ans vers un podium en or dans la descente. Comme beaucoup de Japonais, la famille impériale s'inquiète tout à coup. Car ce bob américain va devenir un bob fantôme. Au tremplin de 70 mètres, le Japon va s'offrir ce qu'il n'a jamais connu aux Jeux. Le bonheur d'un premier titre olympique grâce à Yukio Kazaya. Finalement, on compte 3 Japonais sur le podium, du jamais vu au pays du soleil levant. C'est Henri Duvillard qui chute dans le géant.
Mais heureusement, les femmes vont sauver la France de la déroute. À 17 ans et demi, voici Danielle de Bernard. Elle décroche l'argent en slalom devant une autre Française, Florence Steurer. Un podium presque tricolore derrière l'américaine Barbara Cochrane sous les flocons épais de Sapporo. Les garçons n'ont rien gagné, c'est la première fois que ça arrivait. Et finalement, comme dit Marielle, et je lui fais un clin d'œil, c'est encore une fois les filles qui ont sauvé la France, puisque c'est Danielle de Bernard et moi qui avons ramené les médailles pour la France. Mais c'était peut-être une époque charnière aussi, puisque ça a été les derniers Jeux de la grande équipe de France. L'acteur James Coburn avait accepté de présenter plusieurs disciplines des Jeux d'hiver pour la ville de Denver, choisie pour 1976. Mais la population du Colorado a voté contre la décision du CIO pour protéger son environnement. Alors Coburn a joué les Jeux quand même. Le voici dans le bob des États-Unis à Innsbruck, la remplaçante de Denver. Fantastic, okay? Oui, James, fantastique sensation. Et puisque la ville autrichienne d'Innsbruck accueille les Jeux pour la seconde fois après l'édition de 64, il y a 2 flammes à la cérémonie d'ouverture, image unique dans l'histoire olympique. James Coburn a ensuite choisi le fusil du biathlon. Car l'épreuve de fond est plutôt la spécialité des soviétiques. Il était une fois dans l'Est pour le vainqueur Nikolai Kruglov. À Innsbruck, les Autrichiens ne vivent que pour la descente olympique, où Franz Klammer est l'archétype du grand descendeur, maître de son art et spectaculaire. Médaille d'or pour Kaiser Franz, comme on le surnommait, devant le Suisse Bernard Russi. Consécration aussi pour l'Allemande Rosi Mittermeier. Elle s'empare de l'or en descente et gagne ici le slalom. Deux titres, sinon rien. Retour des Jeux à Lake Placid, au cœur de la chaîne des Appalaches, quelques semaines seulement après l'invasion de l'Afghanistan par les troupes soviétiques. La première confrontation entre les États-Unis et l'URSS, invaincue depuis 16 ans, dégénère rapidement. Une vraie guerre froide sur la glace américaine. Les jeunes Yankees égalisent à 3-3 grâce à Mark Johnson. Et le match bascule.
Jim Craig, le gardien américain, fait des miracles et le capitaine Mike Erudzian envoie le palais de la victoire dans le but soviétique 1 minute avant la fin du match. Honte à Moscou, délire à Lake Placid. Et les winners de 1980 allumeront la vasque des Jeux américains de 2002. C'est un étudiant en médecine du Wisconsin qui va capter l'attention de tous et de toutes. Eric Heiden a 21 ans et il remporte 5 titres sur la glace exceptionnels. Il passera ensuite professionnel dans le cyclisme après sa gloire olympique et fera même le Tour de France. Mais à Lake Placid, le bel Eric, dans sa combinaison moulante, remporte aussi le titre de champion le plus sexy. Le ski n'était pas très populaire aux États-Unis et les sports de glace l'étaient plus. Donc véritablement, c'était le champion de ces jeux-là. Un jeune beau garçon qui gagnait tout et qui avait affiché 5 médailles d'or en... Non, c'était véritablement le super héros de ces jeux, je m'en rappelle très très bien. Perrine a ramené du bronze d'Amérique et le Suédois Ingemar Stenmark de l'or. Stenmark, le plus titré des skieurs de l'époque, est le premier Scandinave champion olympique en ski alpin. Dans le ciel de Sarajevo, dans le discours du nouveau président du CIO, dans le cœur des athlètes de ces 14e Jeux d'hiver, la paix est présente, dans une ville qui connaîtra hélas quelques années plus tard un déluge de feu dans une guerre très sale. Sous les flocons de Bosnie, Perrine Pelen s'en mêle presque les bâtons. Beaucoup de temps perdu dans ce géant où elle ne termine que 3e. Heureusement, il y aura l'argent du slalom pour décrocher un franc sourire. Perrine Pelen reprend confiance au jeu et deviendra championne du monde 1 an plus tard. Moi, le souvenir que j'ai, c'est plus personnel avec ma famille qui avait fait le déplacement. Un frère, une sœur de la famille donc, qui avait fait le déplacement avec leur camion, qui était venu me soutenir et ça, c'était magique. Magique, magique. La sensation est venue de 2 frères jumeaux, Phil et Steve Mayer, en slalom. 2 Américains, indissociables comme les sœurs Guatchel, avec une ressemblance presque parfaite. Et bonne nouvelle, avec Didier Bouvet, un garçon, gagne enfin une médaille pour la France. Sensation aussi à la patinoire. Les couples soviétiques toujours champions sont battus en danse sur glace par un couple britannique éblouissant sur la musique du boléro de Ravel. Jen Torville et Christopher Dean qui obtiennent un 6 exceptionnel. Au pays de Tito, la capitale bosniaque referme sa parenthèse olympique, sa parenthèse de paix, et prépare, hélas, sa jeunesse à beaucoup de souffrances. Au pied des Rocheuses,
les Canadiens de Calgary sont fiers d'accueillir les Jeux après plusieurs échecs de leur candidature. Et c'est d'une cabane au Canada que va jaillir la fierté des Italiens. Avec Alberto Tomba, surnommé la Bomba, l'Italie s'enflamme pour son séducteur de Bologne au caractère de feu. Double champion olympique en slalom et en géant, Tomba sera la star de sa décennie sur les pentes de ski et dans les médias du monde entier. Côté français, les garçons ont fini leur longue traversée du désert. Sur les pentes du mont Allen, avec sa combinaison couleur neige, Franck Picard va ramener les 2 seules médailles tricolores. En descente d'abord, où il finit 3e, derrière l'intouchable Suisse Pirmin Zurbriggen. Et surtout dans une épreuve nouvelle au jeu, le super géant. Il y avait d'un côté le slalom et le géant, et puis de l'autre côté les descendeurs. Et pour rétablir un peu l'équilibre, ou en tout cas pour faire un pont entre ces disciplines, ils ont imaginé une discipline à la fois technique et de vitesse. Et c'est de là qu'est né le super géant. Je savais que j'avais de bonnes chances dans le super géant, parce que c'était une discipline qui me convenait très très bien, parce que j'étais pas un énorme gabarit, donc en descente je souffrais quelquefois sur les plats de manque de vitesse et de manque de poids. Par contre en technique j'étais plutôt assez bon, et donc c'était une discipline qui convenait bien. À 23 ans, Franck de la station des Saisies est le premier champion olympique français depuis Jean-Claude Killy. À Calgary, de nouveaux hommes volants apparaissent au jeu. Plus léger, plus fantasque, plus romantique et tellement beau à voir. Voici le Finlandais Matti Nikkanen, triple champion olympique de saut à 24 ans. Enfin, quittons le Canada avec la merveilleuse Katarina Witt, la championne d'Allemagne de l'Est, déjà en or à Sarajevo. Elle gagne à Calgary grâce à des imposés parfaits, et son élégance dans le libre sur Carmen de Bizet nous donne des frissons de bonheur. Retour à Albertville pour Séverine, plus précisément à la Maison des Jeux où sa robe olympique est exposée. Elle a 25 ans aujourd'hui et ne l'avait jamais revue depuis 92. Oh là. Ça me fait bizarre de voir ça. Quand je me dis que c'était il y a 15 ans, pour moi j'ai l'impression que tout est clair comme si c'était hier, quoi. Je le revis, je revis chaque instant, c'est énorme. Elle a 11 ans et arrive de l'école Saint-Michel d'Annecy lorsque le président Mitterrand lui prend la main, le jour de la cérémonie d'ouverture, où elle va chanter la Marseillaise a cappella. J'avais une ligne à suivre, hein. Donc j'étais très stressée, je regardais que la ligne et j'étais là, j'ai dit donc il faut pas que je bouge de la ligne, il faut pas que je m'écarte. À un moment j'ai dit au président un peu plus à gauche, il faut se recentrer sur la ligne, donc ça m'a beaucoup fait rire à l'époque. Je proclame l'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville.
célébrant les 16e Jeux Olympiques d'hiver. Puis Michel Platini apparaît en compagnie de François-Cyril Grange, un garçon de 9 ans, espoir du ski français. Enfin, c'est au tour de Séverine. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. C'était mon quart d'heure de gloire, c'est un événement qui est tellement exceptionnel dans une vie que je peux pas oublier. Et pour moi, ça fait 15 ans aujourd'hui et j'ai l'impression que c'était encore hier, quoi. Qu'un sang impur abreuve nos sillons. Le chorégraphe Philippe Découfflé a mis en scène les Jeux d'Albertville. Il fera école. À Val d'Isère, sur la face de Bellewaerde, tracée pour l'occasion, Picard enfile la tenue des grands jours. Battu de 5 centièmes de seconde par l'Autrichien Ortlieb, Picard prétend par modestie qu'il n'est pas un grand descendeur. Or, sa trajectoire est pourtant celle d'un grand champion. C'est l'argent, 4 ans après son titre en Super G de Calgary. La médaille d'argent d'Albertville, ça a été plutôt je suis devenu un homme grâce à cette médaille. Voilà. Donc il y a deux médailles olympiques, deux histoires olympiques, mais totalement différentes. Carole Merle, pour sa part, retiendra son podium en argent de Méribel. Battue par l'Italienne Deborah Compagnoni dans le super géant, Carole deviendra l'année suivante championne du monde de géant. Au saisie, Anne Briand et l'équipe de France inaugurent avec succès l'entrée du biathlon féminin aux Jeux. Médaille d'or pour Anne Briand, Véronique Claudel et Corinne Niogré qui font d'une discipline confidentielle un sport enfin reconnu par les médias. En tenue de sauteur du combiné nordique, Fabrice Guy aussi a conquis la France. Et un podium olympique sur le tremplin de Courchevel tout d'abord. Les Jeux, c'est quand même unique. Moi, j'en ai fait 4 et c'est ce que je souhaite à n'importe quel compétiteur, que ce soit dans n'importe quel sport, c'est de participer une fois dans sa vie aux Jeux. L'épreuve de fond n'est qu'une formalité pour ce Jurassien bien entraîné, motivé par la foule des grands rendez-vous. Son ami Sylvain Guillaume est second, la France vit des Jeux de rêve. Enfin, il y a celui qui attend ce jour depuis l'âge de 14 ans et qui bosse dur pour dompter les bosses de Tignes. 30 secondes pour imposer sa discipline. Ça faisait 3 ans que je me préparais physiquement, techniquement et mentalement aussi, pour être serein au départ de la course, parce que je savais que j'avais 30 secondes pour convaincre, mais que ces 30 secondes-là, il fallait ça soit qu'une formalité pour moi. Ceux que je considère comme étant au top dans mon univers, qui est le ski, c'est les gens qui font du ski alpin et notamment de la descente. Et par rapport à ces gens-là, avant les Jeux,
J'étais qu'un skieur de boss. Après les Jeux, j'étais un champion olympique, c'est plus pareil. Et c'est en ça que ça change. Et c'est en ça qu'il y a du respect. Au cœur de la Savoie olympique, la France brille de mille feux et compte 9 médailles, dont 3 en or, presque aussi bien qu'à Grenoble en 68. En Norvège, on fait tout à ski et depuis longtemps. Aux Jeux de Lillehammer, ils sont venus de loin. Dans la discipline, à pied, religieusement et par milliers, pour soutenir leurs idoles. Retenons-en un seul. Björn Daly, infatigable fondeur, élevé entre les sapins pour tout gagner, et devenir le plus grand champion de ski de fond de tous les temps. Lillehammer, un peuple, un sport, un homme. Porté par l'enthousiasme de 2 millions de Norvégiens pour 5 millions d'habitants. Médailles olympiques, dont 8 en or pour Björn Daly. En Norvège, on fait tout sur des skis et depuis longtemps. Les Japonais, eux, ne veulent surtout pas manquer le saut à ski à Hakuba. Des milliers, là encore, pour voir s'envoler un jeune prodige de 22 ans. Kazuyoshi Funaki. Dans un style nouveau, les spatules écartées pour rester en l'air plus longtemps. « 132,50 m, la meilleure note de la part des 5 juges, un triomphe incroyable. Jean-Luc Crétier, lui, a dû être patient à Nagano pour espérer décrocher cette médaille. Patient, méthodique, rigoureux jusqu'au départ dans la descente de sa vie. Sous un soleil retrouvé, il plonge vers son destin couleur or. Chaque trajectoire est programmée, calculée, mémorisée.
folie et la rage des Top Gun font le reste. Meilleur temps au bas de la piste, Crétier attend le départ d'Hermann Maier. L'Autrichien est encore plus fou que le Français. Résultat, une chute spectaculaire, mais sans gravité, à 120 km/h. Maier, l'indestructible, voit s'envoler le titre en descente, mais réussira pourtant le doublé en géant et supergéant. Quelle ressource! Le malheur de l'un ici faisant le bonheur de l'autre, dans les bras de son ami, autre Top Gun, Frank Picard. T'as vu, tu l'as fait. Ah putain, tu peux pas savoir. Si, je sais. Suite à la médaille de Franck à Calgary en 88, on a créé un groupe de 4 compétiteurs. Donc il y avait Denis Ray, Luc Alphand, Frank Picard et moi. Et c'est vrai que ça a été très riche en enseignements puisqu'on a créé une telle émulation que quand on connaît notre fin de carrière à chacun, c'est vrai que je pense que ça parle, les résultats parlent d'eux-mêmes. Hein? Oh putain, attends, ils vont pas y arriver. Hein. Et on n'a plus rien dans les cannes maintenant. Avec deux piliers comme ça. Dans une purée de pois blanches, Karine Ruby de Chamonix est restée concentrée. Voici l'épreuve du slalom géant du surf des neiges, nouvelle discipline des Jeux. Elle n'a que 20 ans, mais elle a tout gagné, ou presque, avant Nagano, et son titre olympique ne surprend personne. La France ramène 2 médailles d'or du Japon. Et une médaille de bronze historique bien méritée pour les bobeurs français. Piloté par Bruno Mingeon, 5 Olympiades, 1 titre de champion du monde et porte-drapeau à Turin. De quoi libérer à l'arrivée une joie délirante. Carole Montillet a réussi à afficher un sourire après tant de larmes versées depuis la tragique disparition de sa grande copine Régine Cavagnou en octobre 2001. De ces Jeux, on a choisi de vous montrer l'étonnante victoire de l'Australien Stephen Bradbury en short track, parce que cette séquence illustre bien le spectacle des Jeux modernes, filmé sous tous les angles. On a aussi choisi les médailles gagnées par la Croate Janica Kostelić, première femme à égaler les triples champions masculins Tony Seiler et Jean-Claude Killy. Les femmes prennent autant de risques que les hommes désormais. Le mouvement olympique a contribué à cela. À l'image de Kjetil André Aamodt, le plus titré du cirque blanc, la Norvège est devenue aussi ou enfin une nation du ski alpin. Rejoignons Carole Montillet au départ de la descente. J'étais en forme physiquement. Je pense que j'arrivais à encaisser les charges d'entraînement. Par contre, mentalement, c'était vraiment difficile.
Je venais de perdre une amie chère, j'avais beaucoup de sollicitations que j'arrivais pas à assumer. J'étais partie donc avec mon mari 4 jours avant les Jeux pour faire un peu le vide. Et je suis arrivée à moitié neuve en fait sur les Jeux. Au bord de la démission 2 jours auparavant, Carole refait surface en vue du podium. Sans doute sublimée par l'enjeu, elle retrouve l'énergie nécessaire pour gagner et le désir d'oublier le malheur qui la frappe. Meilleur temps et titre olympique, le premier chez les femmes en descente. Sourire et larmes se confondent, et Régine Cavagnou, tout là-haut, peut être fière de son amie. Quand on ajoute la médaille d'or chez les garçons de Jean-Pierre Vidal en slalom et la médaille d'argent de Sébastien Amier, ça fait une sacrée moisson pour la France. 11 médailles au total, un record. Vidal, Amier, 2 miraculés du ski de haut niveau, réconciliés avec le bonheur. Le surf des neiges de Nagano s'est transformé en une épreuve de slalom parallèle à Salt Lake. Isabelle Blanc contre Karine Ruby en finale. Karine finit la première, mais Isabelle a le meilleur temps au total des 2 manches. La médaille d'or sera donc pour Isabelle, la chanteuse. Enfin, 2 danseurs vont parachever le triomphe des Français. Marina et Gwendal, ou plutôt Gwendal, choisie par Marina. Parce que je trouvais beau. Non, parce qu'on se connaissait autant que Petit Nord. On a fait les compétitions ensemble, en junior, et je cherchais quelqu'un qui est bien techniquement et je trouvais Gwendal pas mal et je lui ai écrit une lettre. Une lettre ou plutôt un contrat pour la gloire. Marina et Gwendal marient leur caractère, leurs ambitions. Rejettent leurs peurs, leurs différences pour exprimer ce qui les conduira vers tous les succès et le titre olympique. L'harmonie sur la glace. Et ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que les couples qui sont ensemble dans la vie, ils ont une sorte de timidité à montrer des sentiments sur la glace parfois. Ce que nous, on n'a pas. Quand on est sur la glace, on est des purs acteurs et on montre des choses qui parfois sont plus fortes que des couples qui sont ensemble ou mariés même. Marina sera la première femme à porter son partenaire et la France récoltera son premier titre olympique en danse sur glace. Salt Lake s'éteint. Turin s'éveille. Vancouver 2010 se prépare. Et Annecy rêve de 2018. L'histoire des Jeux d'hiver poursuit tous les 4 ans sa trajectoire féerique.